Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, je vais parler d'une personne que je connaissais absolument pas, mais qui est plutôt intéressante à connaître. C'est une personnalité de gauche, on peut dire, oui, de la gauche américaine, qui a été condamnée à mort et qui n'est pas encore exécutée, mais ça date, voilà, de 1982. Donc, je vais revenir sur l'affaire. Alors, toujours pareil, Wikipédia, avec toutes les limites que ça peut avoir. Et euh, en fait, tout ce que j'ai pu trouver jusqu'à présent recoupe ce qui est dit dedans. Donc on verra s'il y a d'autres informations qui ne sont pas indiquées ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'il dit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Alors je veux parler de Moumia Abu Jamal. Alors Moumia Abu Jamal, né Wesley Cook, le 24 avril 1954 à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis, est un journaliste, écrivain et militant afro-africain. Il a été condamné en 1982 à la peine de mort pour le meurtre de Daniel Faulkner, un policier de Philadelphie. Une mobilisation internationale a eu lieu en faveur de sa libération et pour l'organisation d'un nouveau procès. Il est devenu un symbole pour beaucoup d'opposants à la peine de mort ainsi que comme prisonnier politique. Alors, né Wesley Cook, Mumia choisit ce prénom Swahili à l'école secondaire, high school aux États-Unis, à la suite de cours sur la culture africaine d'un professeur kényan et y ajoute Abu Jamal, qui veut dire père de Jamal en arabe, à la naissance de son fils Jamal. Abu Jamal raconte que sa vocation de militant est née en 1968 à Philadelphie, alors qu'il est arrêté et battu pour avoir protesté contre le candidat pro-ségrégationniste à l'élection présidentielle George Wallace, ancien gouverneur de l'Alabama. Dès 1969, le jeune homme est chargé de l'information à la section de Philadelphie du Black Panther Party. C'est le pendant. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est le pendant violent du militantisme noir américain des années 60-70. Devenu journaliste de radio, Abu Jamal attire l'attention par sa capacité à créer des atmosphères dans ses billets qui mélangent le journalisme traditionnel et les préoccupations sociales. Les problèmes de Abu Jamal, commencent lorsqu'il devient un admirateur du groupe radical MOVE, Move, ouais, je crois que ça dit Move, MOVE. Alors, je ne connais pas, c'est oui, bon, c'est un mouvement radical comme on peut trouver aux États-Unis. Mais alors, quand il est à gauche, c'est beaucoup plus à gauche que le parti démocrate qu'on peut avoir. En mai 1980, 9 des membres de MOVE avaient été condamnés à la suite de la mort d'un officier de police au cours d'une intervention dans un local de MOVE. Cette condamnation avait outragé Abu Jamal, qui couvrait MOVE pour la station de radio Y, YWHYY, et ses billets devinrent de plus en plus militants, posant un problème à la station qui finit par le licencier. Lorsqu'en janvier 1981, un magazine de Philadelphie le liste dans les personnalités à suivre, Abu Jamal a perdu depuis quelques mois son poste à la radio qu'il employait et est devenu chauffeur de taxi. Depuis sa condamnation à mort pour le meurtre de Daniel Faulkner, Abu Jamal est emprisonné dans l'aile de sécurité maximale de la prison de Greene, près de Waynesburg, en Pennsylvanie. Alors, meurtre de Daniel Faulkner et procès. Aux premières heures du 9 décembre 1981, Mumia Abu Jamal, qui conduisait son taxi, intervient alors qu'un policier, Daniel Faulkner, contrôle son frère, William Cook. Une fusillade s'ensuit au cours de laquelle le policier est atteint par 5 balles, 4 dans le dos et une tirée quasiment à bout portant alors qu'il est à terre au visage. Lorsque les policiers arrivent sur place, quelques instants après la fin de la fusillade, ils découvrent leur collègue mort et Abu Jamal assis sur le trottoir
une balle dans le ventre. Près de lui, par terre, un revolver de calibre 38, qu'il avait acheté 2 ans et demi plus tôt, 5 douilles vides dans les logements du barillet. Arrêté, il est accusé du meurtre du policier et condamné à la peine de mort en juillet 1982. Alors, rapidement, l'enquête et le procès sont contestés. Alors, un problème survient notamment sur le calibre de l'arme du crime utilisée pour l'assassinat du policier. Concernant l'arme et les expertises balistiques, certains défenseurs d'Abu Jamal relèvent que la thèse selon laquelle la balle extraite du crâne du policier proviendrait du calibre revolver, ouais, du revolver calibre 38 de Moumia est contradictoire avec le rapport du médecin légiste qui parle lui d'une balle de 44. Les experts balistiques, dont celui désigné par les avocats de Abu Jamal, ont cependant confirmé que la balle était compatible avec le calibre en calibre 38, tandis que le médecin légiste a témoigné du fait que cette mention, qui n'était pas sur son rapport définitif, était une simple annotation sur son document de travail et était sans importance vu son incompétence en matière balistique. Utilisation de l'arme du présumé coupable, de Abu Jamal. Un autre élément souvent révélé, y compris par Amnesty International, est le fait qu'aucun test n'ait été fait sur l'arme d'Abu Jamal pour déterminer si le revolver avait été tiré récemment. Cependant, ce type de test n'existe pas. Et l'homme à l'origine de cet argument est George Fasnacht. Alors, ça s'écrit Fasnacht, Fasnacht, l'expert des avocats de Jamal, qui suggérerait que l'on aurait dû renifler le revolver pour pouvoir déterminer la présence d'une odeur de poudre. Témoignage. Les défenseurs d'Abu Jamal estiment que les éléments apportés par les témoins furent contradictoires, que certains d'entre eux ont été modifiés à la suite de pressions policières sans que les originaux aient été présentés au jury, ou que des témoins importants pour la défense d'Abu Jamal n'ont pas pu témoigner lors du procès de 1982. Parmi ceux-ci, celui de William Singletary, qui affirma ne pas avoir témoigné en 1982 à la suite de pressions policières et qui témoigna que Mumia n'avait pas tiré sur l'agent de police et qu'il avait vu une autre personne s'enfuir vers une allée. Le témoignage de Singletary souleva néanmoins quelques doutes. D'une part, il évoque un hélicoptère qui cercle au-dessus de la scène du crime en l'illuminant, alors que la police de Philadelphie n'en était pas équipée. D'autre part, William Singletary décrit l'agent Faulkner tirant sur Abu Jamal après que le tireur s'est enfui, c'est-à-dire à un moment où Faulkner a déjà reçu une balle dans la tête et est moribond. En juin 1999, un ancien tueur à gages, Arnold Beverly, affirme avoir tué l'officier Faulkner dans le cadre d'un contrat mêlant police et mafia. Initialement, les avocats de Jamal décident de ne pas utiliser le témoignage qu'ils considèrent comme peu crédible. Cette décision provoque une rupture dans l'équipe des avocats. Pourtant, en 2001, les avocats restants, Dan Williams et Leonard Wengles, sont renvoyés par Abu Jamal et remplacés par de nouveaux avocats qui commencent à utiliser le témoignage de Beverly. Les aveux de Beverly sont cependant rejetés par les tribunaux parce qu'en contradiction avec les faits et les témoignages et que personne n'a pu produire une quelconque preuve ou témoignage de sa présence sur les lieux. Par ailleurs, sous la direction plus agressive de cette nouvelle équipe d'avocats, Abu Jamal a déclaré pour la première fois, alors là aussi c'est un nouveau mot que je ne connaissais pas, dans un affidavit de mai 2001, de ne pas avoir tiré sur Daniel Faulkner. Alors un affidavit, c'est une déclaration sous serment. Enfin, le 29 avril 2001, le frère de Abu Jamal, William Cook, dépose un affidavit où il affirme qu'il n'a pas vu tirer son frère. Voilà. Bon, mais... Thèse des défenseurs d'Abu Jamal. Facteur ayant pu influencer le jugement ou l'inculpation de Jamal. Partialité de juge Sabo. L'impartialité du juge Sabo est mise en cause par les défenseurs de Moumia Abu Jamal.
Ils basent leur argumentation sur le déroulement du procès, considéré comme déséquilibré en faveur de l'accusation, et le témoignage d'une des greffières du procès qui aurait entendu le juge dire: «Je vais les aider à faire griller ce nègre», à faire griller ce nègre. Bon, entre guillemets, hein, c'est le juge qui l'aurait dit. Hostilité policière vis-à-vis de Jamal et de Mauve. Selon ses défenseurs, Abu Jamal aurait été surveillé par le FBI en raison de ses reportages socialement critiques et de son ancienne appartenance aux Black Panthers. De même, la sympathie de Jamal pour l'organisation Move, en conflit avec la police de Philadelphie, put jouer à sa défaveur. Oui, ça se peut très bien. Qu'on ait un jugement impartial, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis, ouais, je veux bien. Collusion des pouvoirs de la ville. Comme quoi, dans le nord, même dans le nord des États-Unis, ça reste bourrin quand même. Les rapports blanc-noir seraient quand même tendus aux États-Unis, quoi. Et il semblerait que ce soit équivalent américain de ce qu'on a eu avec, comment il s'appelle, celui qui a défendu Badinter, je ne me rappelle plus de son nom. Enfin, on en est, c'est le même processus. euh, c'est le même processus, quoi. C'est la même façon de penser. Bon, là, je reviens à ce que j'arrête de digresser et je reviens à ce que je peux dire, c'est-à-dire que là, il y a en plus de ce que j'ai pu dire précédemment, des collusions des pouvoirs de la ville. Le maire de Philadelphie de l'époque, Frank Rizzo, qui avait été auparavant commissaire de police de la ville et qui n'avait pas hésité à tenir des propos racistes lors de ses campagnes, fut, avec d'autres fonctionnaires de la ville, inculpé par le ministère de la Justice américain pour approbation d'abus policiers. Bon. Aïe, aïe, aïe. Même s'il est vraiment coupable, ce qui semblerait vrai, c'est pas tellement sur la culpabilité, c'est au fait qu'on veut le condamner à mort. On revient à ce qui s'est passé en France avec Badinter. Oui, je reviens avec Badinter. Par ailleurs, l'intégrité de la police de Philadelphie est contestable, puisqu'en 1995, par exemple, 6 de ses membres furent jugés coupables de fabrication de fausses preuves et de détournement de fonds. Ah ben ça c'est bien, ça va être pour lui. Ah voilà, ça me revient le nom. C'est Patrick Henry et Badinter, la même situation aux États-Unis et en France. En France, c'est bon, ça a supprimé la peine de mort, ça a servi à ça, à changer les esprits. Bon, je ne sais pas si on a bien fait, mais et bien là, on en est pareil. Aux États-Unis, s'il n'y a pas de loi globale, visiblement, c'est chaque État qui pour ou contre la peine de mort. Aux États-Unis, par exemple, en Californie, il y a eu la peine de mort, ça a été supprimé, puis ça est remis. Bon, je ne sais pas si c'est efficace, mais ça fait quand même une crainte. Ça fait peur à tout le monde. Donc, là, je ne suis pas toujours d'accord avec M. Badinter, mais quand il dit que ça n'empêche pas les crimes de sang, les viols, quoi. Hein, vous voyez, les rapports non consentis. Effectivement, je ne peux pas lui donner tort, mais ça quand même, ça ralentit beaucoup, ça diminue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas de solution vraiment miracle pour arrêter la délinquance. Bon, là, pour le cas qui nous intéresse, il a quand même assassiné un policier. Est-ce que la vengeance, le fait qu'il soit des Black Panthers, ça joue dans sa mentalité, dans sa façon de voir, dans son caractère, oui. Le fait qu'il ait été battu, oui. Mais est-ce qu'on a le droit d'aller jusque-là, peut-être jusqu'au meurtre d'un officier de police, qu'il soit américain, qu'il soit blanc ou d'une autre couleur? Je ne pense pas, non. Bon, enfin. Et on parle de sentence sur la peine de mort. L'article continue avec un nouveau paragraphe sur l'évolution de la sentence. En décembre 2001, un juge fédéral, William Young, oui, William Young, annule la condamnation à mort d'Abu Jamal sur la base de certaines erreurs procédurales révélées dans le prononcé de la sentence au cours du premier procès.
Il confirme toutefois la culpabilité d'Abou Jamal dans le meurtre de l'agent de police Daniel Faulkner. Les avocats d'Abou Jamal font alors appel de cette décision car elle met fin aux espoirs d'Abou Jamal d'obtenir un nouveau procès sur la base de ce qu'ils estiment être de nouvelles preuves, tandis que le procureur fait appel à la même décision car elle annule la condamnation à mort. Le 27 mars 2008, une cour d'appel fédérale américaine annule sa condamnation à mort pour un vice de procédure, mais confirme le verdict original, écartant ainsi toute possibilité de révision du procès. La Cour a en effet estimé que, lors du procès initial qui a eu lieu en 1982, les jurés avaient pu croire à tort qu'ils devaient s'accorder unanimement sur les circonstances atténuantes pouvant épargner la peine de mort aux condamnés. Si l'accusation ne requiert pas à nouveau dans les délits de la condamnation à mort devant un nouveau jury, la peine sera alors automatiquement commue en réclusion criminelle à perpétuité. À la suite de la décision de la Cour d'appel, les avocats de Moumia Abou Jamal ont affirmé qu'il ferait cependant un nouveau appel pour obtenir un nouveau procès. Le 28 octobre 2008, le parquet de Pennsylvanie fait appel auprès de la Cour suprême des États-Unis contre la décision d'annulation de sa condamnation à mort. La Cour suprême a renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel qui décide en 2011 d'ordonner de nouvelles audiences afin de déterminer si Abou Jamal doit être condamné à la peine de mort ou à la réclusion criminelle à perpétuité, tout en déclarant que Moumia Abou Jamal reste officiellement coupable. Le 12 octobre 2011, la Cour suprême des États-Unis refuse de donner suite au recours du procureur de Philadelphie, lui demandant de revenir sur sa décision de suspendre la condamnation à mort de Moumia Abou Jamal. Sa condamnation à la peine de mort est commuée en peine de prison à vie sans possibilité de remise de peine. Le 7 décembre 2011, le procureur Seth Williams déclare Abou Jamal ne sera plus condamné à mort, mais il restera derrière les barreaux pour le restant de ses jours, et c'est là qu'il doit être. En juillet 2017, le procureur principal de Philadelphie, M. Seth Sullivan, notamment chargé de l'affaire de Moumia Abou Jamal, est incarcéré après avoir reconnu avoir reçu des pots de vin dans plusieurs affaires. Un total de 29 charges sont retenues contre lui. Alors, différentes opinions se sont exprimées, différentes personnes, différentes entités se sont exprimées sur le sujet. Alors, comme on a vu, il y a Amnesty International qui, tout en refusant de prendre position sur la question de la culpabilité d'Abou Jamal, relève que celui-ci n'a apparemment pas pu n'a pas pu être défendu correctement, souligne les contradictions des témoins, les possibles pressions policières et estime qu'un nouveau procès est nécessaire. En 1998, ABC News consacre une émission à l'affaire et conclut que la défense de Jamal ne contient aucun élément convaincant. L'émission relève notamment que les examens balistiques ont en effet été effectués et ont lié la balle extraite du corps du policier à un 38, c'est-à-dire correspondant à l'arme d'Abou Jamal, point admis par l'expert désigné par l'avocat de Abou Jamal, que les témoignages présentés par la défense pour souligner l'idée d'un tueur fuyant la scène sont fragiles et contradictoires, et que le frère d'Abou Jamal, William Cook, n'avait jamais défendu son frère. Selon The American Lawyer, une publication de Court TV, Jamal a certainement tué Faulkner, mais peut-être pas dans les circonstances décrites par l'accusation, et son procès, qui n'a pas été un modèle du genre, devrait être refait. Et il a reçu des soutiens internationaux, en premier lieu des milieux politiques et associatifs. Une mobilisation internationale s'est formée et a fait d'Abou Jamal un symbole de la lutte contre la peine de mort. Des centaines d'organisations politiques et d'associations comme Amnesty International ont remis en cause le procès d'Abou Jamal. En France, le collectif unitaire national de soutien à Moumia Abou Jamal a son siège au mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples. Certains ont cependant émis des réserves sur le risque qu'il y a à identifier la lutte contre la peine de mort et Abou Jamal.
D'autres, tels The American Lawyer ou Michael Moore, estiment qu'Abu Jamal a vraisemblablement tué Faulkner, mais insistent sur la nécessité d'un procès équitable et, dans le cas de Moore, sur la, sur la nécessité de s'opposer à l'application de la peine de mort. En France, en France, avec l'appui de l'Association américaine de soutien à Jamal, 80 associations et organisations publiques, à travers un ouvrage intitulé L'affaire qui accuse la justice américaine, réactualisé en 2006, remettent en cause le procès de 1982 et la culpabilité de Moumia. En 1999, Moumia Abou Jamal est fait citoyen d'honneur de Bobigny et son maire, Bernard Birzinger, lui rend visite dans le couloir de la mort. De nombreuses villes lui attribueront cette distinction: Malakoff, ville juive, et plusieurs dizaines de villes françaises et de grandes métropoles étrangères, à l'instar de San Francisco, Palerme et Venise. D'autres, tels Drancy, en 2005, adoptent un vœu pour interpeller l'ambassadeur de France concernant le cas de Moumia Abou Jamal. En 2003, Abou Jamal est fait citoyen d'honneur de la ville de Paris par Bertrand Delanoë, tandis qu'en 2006, la ville de Saint-Denis a donné son nom à une rue. Pour ces motifs, le 11 novembre 2006, la ville américaine de Philadelphie dépose plainte pénale contre les villes de Paris et de Saint-Denis pour apologie de crime. Cette plainte fait suite à une première protestation de parlementaires du Congrès des États-Unis. Interrogé par l'AFP, le porte-parole du maire de Paris a répondu que cet acte a symbolisé le refus de la peine capitale. Tout au long des années 2007 et 2008, le mouvement Jeunes communistes de France fait campagne à travers la France afin de demander la relaxe de Moumia Abou Jamal, le présentant comme un exemple criant des dérives autoritaires et sécuritaires du gouvernement américain. Oui, ils n'ont pas de tout payé, après tout ce qu'ils ont fait. Dans le monde de la musique, alors donc sont connus comme le groupe Rage Against the Machine, a beaucoup milité pour sa libération, notamment à travers les chansons Freedom et Voice of the Voiceless, et le groupe Anti-Flag, qui milite pour la libération de Moumia Abou Jamal, alors ainsi que tous les prisonniers politiques, dans la chanson Moumia's Song. Le rappeur KRS-One et le groupe Channel Live ont chanté Free Mumia, titre très militant en faveur d'Abou Jamal. Par la suite, Savoir apparaît dans le titre The War vs. Us All et les albums Revolutionary 1 et 2, One Two, d'Immortal Technique. Dans ces albums, Mumia commente longuement la guerre au terrorisme et d'autres sujets sociaux. Alors là aussi, c'est des noms quoi. Le groupe de rap américain Jedi Matrix de Philadelphie dédie la fin de la musique The Edge of Sacred Terror à la cause de Moumia Abou Jamal. Le groupe français, le groupe de rap français Assassin, a aussi fait la musique Wake Up avec Wiz sur le sujet. Le rappeur engagé Medine fait référence à Moumia Abou Jamal dans le titre Self-Defense issu de l'album Arabian Panther en 2008. Le rappeur burkinabé Smokey parle de lui dans un titre de son premier album. Le chanteur de reggae Junior Reid lui dédie un titre Mumia Skit sur sa mixtape Junior Reid featuring One Blood Family. This Why We Hot. Il y a aussi le chanteur de reggae Fefe Typical avec le titre Abou Jamal. Sur un album live de l'ancienne formation de Mayday Show, lors du début de la 12e piste, Sir Jim dédie cette chanson à Moumia Abou Jamal. Le groupe punk rock britannique Chumbawamba a lui aussi fait mention de Moumia Abou Jamal lors de la prestation de Tub Thumping
Tub Thumping au David Letterman Show en scandant Free Mumia Abu Jamal. Le groupe Michael Franti and Spirit fait une référence à Abu Jamal dans la chanson We Don't Stop sur l'album Everyone Deserve Music sorti en juin 2003. Le groupe Verse fait référence à Abu Jamal dans le morceau Old Guard New Methods sur l'album Agression sorti le 10 juin 2008. Au cinéma, en 2007, Mark Evans, réalisateur gallois, réalise le documentaire Toute ma vie en prison, qui détaille les problèmes qui entourent l'enquête et le procès d'Abu Jamal. Pour ce faire, il suit le parcours du jeune William Francom, né le jour de l'arrestation de Mumia Abu Jamal, sur les traces du condamné. Le film est produit par Livia Firth, producteur exécutif Colin Firth. Il est basé sur le rapport d'Amnesty International, voire plus haut, comme on a vu, et présente également le point de vue sur l'affaire de personnalités intellectuelles de premier plan, comme Noam Chomsky ou Angela Davis. Le film est sélectionné dans de nombreux festivals, dont Sundance, Rome, Londres ou Berlin. Il sort en salle en novembre 2011 et en France et en DVD et VOD en mai 2013. Dans la littérature, on fait référence à lui, c'est l'écrivain français Roger Martin, auteur de plusieurs ouvrages sur les États-Unis, America et 3K, Voyage dans l'international néofasciste, L'Empire du Mal et Dictionnaire iconoclaste des États-Unis. Évoque Mumia Abu Jamal dans son roman Jusqu'à ce que mort s'ensuive, au Cherche Midi, et dans le volume 5 de sa série BD America, Les Commandos de Philadelphie. Alors voilà ce qu'on peut dire, c'est quand même c'est important, mine de rien, je ne connaissais pas cette affaire. C'était en faisant mes recherches sur Internet que j'ai vu ça. Bon, ben a priori, il semblerait coupable, mais comme je disais, je reviens à ce que je dis, alors quitte à me répéter, c'est le même principe que l'affaire de Patrick Henry et Robert Badinter. C'est pas tellement savoir s'il est coupable ou pas, c'est pour la peine de mort. Moi, j'avais dit, comme quoi ils étaient reçus, j'avais dit que dans le nord-est, sur Philadelphie, tout ça, la peine de mort a été supprimée. Visiblement, non, c'est pas dans tous les États. Et il y a quand même un racisme latent, quoi, visiblement, ce qui se dit, quoi, si on en croit cet article. Bon, ben, j'espère pour lui que ça ira mieux, qu'il pourra sortir, qu'il pourra aider. Maintenant, est-ce qu'il mérite vraiment de sortir de prison au vu de... Bon, moi, je ne souhaite pas qu'il sorte. S'il n'est pas exécuté, au moins qu'il ait fini sa vie en prison, ce qui semblerait normal. Est-ce qu'il a des raisons? S'il s'est fait battre uniquement de sa couleur, est-ce qu'on peut en arriver à ce point-là? Est-ce que c'est suffisamment violent envers les Noirs pour que les Noirs veuillent se venger? Je ne pense pas que ça soit la meilleure des solutions pour faire entendre la cause des Noirs. Et j'ai toujours pensé que les méthodes des Black Panthers n'ont jamais été les bonnes. Vaut mieux celui qui parlait, qui lui aussi a été assassiné euh, dans 60, Martin Luther King. Je pense que c'est la meilleure des méthodes. C'est peut-être pas la plus rapide, mais c'est moi que ça soit la meilleure. Bon, moi je pense que la peine de mort peut être, ouais, peut être utile, quoi. C'est-à-dire qu'on peut ralentir, supprimer totalement non, ça on pourra pas. Mais bon, il semblerait que les États-Unis, pour les convaincre, c'est compliqué. Bon, mais moi je suis pas tellement pour ce type. Voilà. Alors n'hésitez pas à mettre un pouce et à la semaine prochaine. Au revoir.